Catherine découvre que Manon sabote le village en secret sur ordre de Morrison. Grâce à son œil d'observatrice experte, elle détecte les signes de manipulation. Téléphone caché, conditionnement chimique, fausse preuve familiale. Manon avoue, révélant la stratégie d'infiltration psychologique de Morrison. La communauté apprend les techniques d'observation pour se protéger des futures manipulations. Épisode 7. Bonne écoute. L'automne avance et les premiers froids mordent les matinées dans le village autonome. 3 semaines ont passé depuis la découverte de l'infiltration de Manon, 3 semaines pendant lesquelles la communauté a appris à vivre avec une vigilance constante. Les postes d'observation de Catherine fonctionnent parfaitement, mais cette surveillance permanente a créé une atmosphère nouvelle, plus tendue, où chaque geste inhabituel est scruté, analysé et questionné. Dr Reeves observe cette évolution avec l'œil clinique de ses 62 ans d'expérience humaine. Ancien médecin de campagne reconverti en herboriste du village, il a vu passer toutes les maladies, tous les maux et toutes les souffrances que peut endurer un corps humain. Mais ce matin-là, en parcourant les allées du village pour sa visite quotidienne aux habitants, il remarque quelque chose qui l'inquiète fortement. Théo, le fils de Catherine, se tient appuyé contre le mur de sa maison, le visage pâle et luisant de transpiration. Le garçon de 13 ans, habituellement si énergique, semble avoir perdu toute sa vitalité du jour au lendemain. « Théo, mon garçon, » dit Dr Reeves en s'approchant, « tu ne te sens pas bien ?» L'adolescent lève vers lui les yeux brillants de fièvre. « J'ai mal partout, docteur. J'ai froid et j'ai chaud en même temps. » Dr Reeves pose sa main sur le front de Théo. La peau brûle. Une fièvre élevée, au moins 39 degrés. Il palpe délicatement les ganglions du cou, teste la réactivité musculaire. Ce qui l'intrigue, c'est la progression des symptômes. Quelque chose cloche dans cette maladie. « Depuis quand tu te sens mal ?»« Hier soir, ça a commencé d'un coup, pendant le dîner. J'ai eu des frissons, puis des nausées. » Dr Reeves fronce les sourcils. Une apparition si soudaine et simultanée chez plusieurs personnes, c'est inhabituel pour une infection virale classique. « Je vais chercher ta mère, dit-il. En attendant, rentre te coucher. Je reviendrai te voir avec des remèdes. » Mais en traversant le village pour rejoindre Catherine, Dr Reeves découvre que Théo n'est pas un cas isolé. Devant la maison des Martinez, il trouve Lucie assise sur une chaise, tremblante, le teint gris. Plus loin, c'est le vieux Robert qui tousse violemment, plié en deux par les spasmes. À l'atelier de Jean, 2 apprentis gisent sur des matelas de fortune, terrassés par la maladie. En moins d'1 heure, Dr Reeves recense 15 cas. Tous présentent les mêmes symptômes. Fièvre élevée, nausées, courbatures intenses, fatigue extrême. Mais surtout, tous ont déclaré les premiers symptômes exactement au même moment, hier soir vers 19h, pendant ou juste après le repas communautaire. Catherine, alertée par le docteur, organise immédiatement un recensement complet. Les résultats sont inquiétants. Sur les 300 habitants du village, 63 sont touchés, et ce nombre augmente d'heure en heure. C'est une épidémie, constate Thomas lors de l'assemblée d'urgence convoquée dans l'après-midi. Mais comment ? Nous sommes isolés depuis des mois. D'où peut venir cette maladie ? Dr Reeves, qui vient de terminer sa tournée médicale, prend la parole avec la gravité de quelqu'un qui a vu beaucoup d'épidémies dans sa carrière. C'est effectivement une épidémie, mais pas n'importe laquelle. Cette maladie a des caractéristiques très particulières. Il étale sur la table centrale ses notes manuscrites, prises au chevet de chaque malade. D'abord, la simultanéité des premiers symptômes. Dans une épidémie classique, on observe une progression graduelle, de patient zéro en contamination successive. Là, tout le monde est tombé malade en même temps. Marcus, qui a développé son sens de l'analyse grâce aux mathématiques, acquiesce. Statistiquement, c'est impossible. La probabilité que 63 personnes développent une infection au même moment est quasi nulle. Exactement, continue Dr Reeves. Deuxièmement, la répartition des victimes. Dans une épidémie normale, on observe des clusters familiaux, des contaminations par proximité. Ici, la répartition semble aléatoire. Des familles entières sont épargnées, d'autres complètement touchées. Helena, toujours analytique, pose la question qui dérange. « Docteur, à quoi pensez-vous exactement ?» Dr Reeves hésite un moment. « J'ai des soupçons, mais j'aimerais vérifier quelque chose avant de vous alarmer.
Sarah, qui depuis l'épisode de surveillance développe une méfiance instinctive, demande « Quel soupçon ?» « Un empoisonnement alimentaire, mais pas accidentel. C'est trop ciblé et trop précis pour être naturel. » Un silence pesant s'abat sur l'assemblée. Catherine, dont l'œil exercé ne laisse rien passer, sort son carnet d'observation. « J'ai noté quelque chose d'étrange il y a 4 jours. Une livraison de provisions d'urgence. Officiellement, un don anonyme d'un sympathisant extérieur. »« Quel genre de provisions ?» demande Reeves. « Conserves, légumes, produits secs. Tout semblait normal. J'ai vérifié les dates, l'aspect, l'odeur, rien de suspect. » Dr. Reeves réfléchit intensément. « Catherine, vous pouvez me dire exactement qui a consommé ces provisions ?» Catherine feuillette son registre méticuleux. « Pratiquement tout le monde. On a distribué équitablement, comme d'habitude. Et ceux qui ne sont pas malades ? Alors voyons. Les familles qui étaient en expédition de cueillette ont raté la distribution. Ceux qui suivent des régimes spéciaux pour raisons médicales. Et... » Elle marque une pause. « Ceux qui ont refusé par principe de consommer des provisions d'origine externe inconnue. » La logique devient limpide. Dr. Reeves se lève. « Il faut que j'examine ces provisions de plus près. Mais d'abord, je veux faire un test. » Cette phrase intrigue l'assemblée. Thomas demande « Quel genre de test ?» Dr. Reeves explique. « Dans ma jeunesse, quand je travaillais en brousse africaine, j'ai appris une technique de guérisseurs locaux pour détecter les empoisonnements alimentaires. Ils faisaient cuire les aliments suspects et observaient les changements de couleur pendant la cuisson. » Reeves se dirige vers l'entrepôt, suivi par Catherine et plusieurs membres de l'assemblée. Devant les caisses de provisions suspectes, Dr. Reeves sort quelques échantillons de chaque type d'aliment. Cette technique fonctionne parce que certaines toxines réagissent à la chaleur en modifiant subtilement la couleur des aliments. Des changements invisibles à l'œil non averti, mais détectables si on sait quoi chercher. Il allume un réchaud portable et commence par faire chauffer une conserve de ragoût. Au début, rien ne semble anormal. La sauce brune bout normalement. Les légumes gardent leur couleur habituelle. « Attendez !» dit Dr. Reeves en observant attentivement. « Regardez bien la mousse qui se forme à la surface. » En effet, une mousse légèrement verdâtre apparaît en bordure de la casserole, presque imperceptible, mais présente. « Cette couleur ne devrait pas être là, » murmure Dr. Reeves. « Dans un ragoût normal, la mousse est blanche ou légèrement beige. » Il teste ensuite des légumes en conserve. Là aussi, après quelques minutes de cuisson, des nuances inhabituelles apparaissent. Les carottes prennent une teinte légèrement orangée, trop intense, comme si elles avaient été traitées avec un colorant qui réagit à la chaleur. Marcus observe, fasciné. « Comment vous savez que ces couleurs ne sont pas normales ?» Dr. Reeves explique tout en continuant ses tests. « 40 ans de médecine m'ont appris à observer les détails. J'ai cuisiné des milliers de repas pour mes patients, préparé des milliers de remèdes. Mes yeux ont mémorisé les couleurs normales de tous les aliments courants. » Il passe aux légumineuses séchées. En les faisant tremper dans de l'eau chaude, l'eau prend une coloration légèrement rosée, presque invisible mais perceptible pour un œil exercé. « Là, c'est flagrant, dit-il. Les haricots normaux ne colorent jamais l'eau de trempage en rose. » Sarah observe attentivement. « Docteur, cette technique, elle peut détecter tous les poisons ? » « Non, pas tous, mais certaines classes de toxines, notamment celles utilisées en guerre biologique subtile, contiennent des agents de stabilisation qui réagissent à la chaleur. Les changements de couleur révèlent leur présence. » Elena comprend l'implication. « Pensez vraiment que Morrison a empoisonné ses provisions ? » Dr. Reeves examine méthodiquement chaque type d'aliment suspect. Au bout d'1 heure, le verdict est sans appel. Tous les produits de la livraison mystérieuse présentent des anomalies colorimétriques à la cuisson. « Ces aliments ont été traités, dit-il finalement, imprégnés de quelque chose qui n'altère ni l'aspect ni l'odeur à froid, mais se révèle à la cuisson. » Catherine demande anxieusement. « Traités avec quoi ?» D'après les réactions colorimétriques, je parie sur un agent pathogène stabilisé, quelque chose qui reste dormant quelques jours puis s'active simultanément dans l'organisme. Elena comprend immédiatement l'implication. « Morrison, il les a contaminés. Il a contaminé ses provisions pour nous forcer à faire appel au système médical officiel. » Comme si le nom de Morrison avait le pouvoir de le faire apparaître, la radio CB de Robert crépite soudain dans l'atelier voisin. Kevin accourt. « Thomas,
Message pour vous. Morrison demande à parler. Thomas prend le micro, l'assemblée entière tendue autour de lui. Morrison, nous vous écoutons. La voix de Morrison sort des haut-parleurs, faussement compatissante. Thomas, mon cher ami, j'apprends que votre communauté traverse une crise sanitaire. Quelle tragédie! 70 malades, m'a-t-on dit. Et le nombre augmente? Que voulez-vous, Morrison? Je veux vous aider, bien sûr. Je vous propose l'intervention immédiate de nos équipes médicales d'urgence. Ambulances, médecins spécialisés, médicaments de pointe, tout ce dont vous avez besoin pour sauver vos gens. Thomas sent le piège. En échange de quoi? En échange de rien. Juste un retour temporaire dans notre système de santé, le temps de régler cette crise. Vos malades seront soignés dans nos hôpitaux, avec les meilleurs soins possibles. Et ensuite, ils auront redécouvert le confort de la médecine moderne. Ils pourront choisir librement de rester ou de repartir. Dr. Reeves arrache le micro des mains de Thomas. Morrison, ici Dr. James Reeves. J'aimerais savoir comment vous avez eu connaissance de notre épidémie si rapidement. Nous n'avons contacté personne. Un silence révélateur s'installe. Puis Morrison reprend, moins assuré. Nous surveillons régulièrement l'état sanitaire de toutes nos populations. C'est notre devoir. Et vous surveillez aussi les livraisons de provisions contaminées? Nouveau silence. Cette fois, Morrison a compris qu'il était démasqué. Dr. Reeves, je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous vous proposerons juste une aide humanitaire. Dr. Reeves sourit amèrement. Morrison, j'ai testé votre petit cadeau avec des techniques de détection traditionnelles. Tous vos aliments présentent des anomalies colorimétriques révélatrices d'une contamination artificielle. Vous délirez, docteur. Le stress vous fait imaginer des complots. Possible. Dans ce cas, vous n'aurez aucun mal de nous laisser analyser le reste des provisions par un laboratoire indépendant. Morrison coupe la communication. L'assemblée reste silencieuse quelques instants, digérant cette confirmation de leurs soupçons. Puis, Thomas reprend la parole. Très bien, Morrison a empoisonné nos provisions pour nous forcer à revenir dans son système. La question maintenant est, comment soigner nos malades sans faire appel à lui? Dr. Reeves retrouve immédiatement son rôle de médecin. D'abord, identifier le type de toxine d'après les réactions colorimétriques. Ensuite, préparer les antidotes appropriés. J'ai quelques pistes. Il retourne à son atelier d'herboristerie, maintenant certain de ce qu'il cherche. Les tests de cuisson lui ont donné des indices précieux sur la nature de l'agent contaminant. D'après les couleurs observées, explique-t-il à Sarah et Catherine qui l'assistent, nous avons affaire à une toxine métallique, probablement des nanoparticules de cuivre ou de zinc, modifiées pour se libérer progressivement dans l'organisme. Sarah demande « Comment ces tests de couleurs peuvent vous dire tout ça ?» Dr. Reeves montre ses notes. Chaque métal réagit différemment à la chaleur. Le cuivre donne ses nuances vertes, le zinc produit ses teintes rosées, l'intensité des couleurs me renseigne sur la concentration. Il sort ses livres de médecine traditionnelle, cherchant les antidotes naturels aux intoxications métalliques. Pour neutraliser une intoxication au cuivre, il faut des chélateurs naturels. La coriandre fraîche, l'ail sauvage, certaines algues. Catherine observe. Comment savez-vous que ces plantes vont marcher? Parce que j'ai traité des intoxications similaires en Afrique. Les orpailleurs utilisent du mercure et du cuivre pour extraire l'or. Les guérisseurs locaux m'ont appris quelles plantes neutralisent ces métaux. Dr. Reeves commence à préparer ses remèdes, dosant chaque ingrédient avec la précision d'un pharmacien. Mais contrairement aux épisodes précédents, il ne se fie pas uniquement à son toucher. Il utilise une balance de précision récupérée, mesure des volumes exacts, suit des protocoles écrits. Sarah, Catherine, je vais vous apprendre à préparer ces antidotes. On va procéder scientifiquement avec des mesures précises. Pendant que Dr. Reeves prépare ses remèdes, Catherine retourne auprès des malades pour suivre l'évolution de leurs symptômes. Elle applique maintenant ses techniques d'observation aux signes médicaux
notant chaque détail avec la précision qui la caractérise. Théo, son fils, semble stagner. Sa fièvre reste élevée et Catherine remarque une coloration légèrement bleutée de ses ongles, signe caractéristique d'une intoxication métallique. Elle retourne immédiatement chercher le Dr Reeves. « Docteur, Théo a les ongles qui bleuissent, c'est grave ?» Dr Reeves examine rapidement l'adolescent. « C'est exactement ce que je craignais. Intoxication aux métaux lourds. Mais j'ai le traitement approprié. » Il administre à Théo une décoction de coriandre concentré, préparée selon un dosage précis calculé en fonction du poids du patient et de l'intensité des symptômes observés. Dans 1 heure, ses ongles devraient retrouver une couleur normale, prédit Dr Reeves. Effectivement, au bout de 50 minutes, la coloration bleutée s'estompe. Théo commence à récupérer de l'énergie, sa fièvre baisse progressivement. « Comment vous saviez exactement quoi faire ?» demande Catherine, impressionnée. Dr Reeves explique. L'observation des changements de couleur, que ce soit dans les aliments ou sur les patients, révèle énormément d'informations. Mes yeux ont appris à décoder ces signaux au fil des années. C'est incroyable. Non, c'est normal. C'est l'observation clinique traditionnelle. Avant les analyses de laboratoire, les médecins diagnostiquaient en observant la couleur de la peau, des ongles, des yeux, de l'urine. Les heures qui suivent voient Dr Reeves appliquer systématiquement ses antidotes naturels. Pour chaque patient, il adapte son traitement selon les signes visuels qu'il observe. Intensité de la coloration anormale, réaction au premier remède, évolution des symptômes. Marcus, intrigué par cette approche si méthodique, demande à l'observer travailler. « Docteur, vous procédez comme moi avec les mathématiques. Observation, hypothèse, vérification, ajustement. » Dr Reeves sourit. « Tout à fait, Marcus. La médecine traditionnelle, c'est de la science empirique. On observe, on teste, on adapte. » Vos tests de couleur, c'est comme mes calculs mentaux ? Oui, si on veut. Mon cerveau a mémorisé des centaines de réactions colorimétriques, comme le vôtre a mémorisé l'étape de calcul. Marcus, fasciné, demande à apprendre. Vous pourriez m'enseigner ces techniques d'observation ? Bien sûr, tes capacités d'analyse mathématique peuvent s'adapter à l'observation médicale. Pendant que Dr Reeves soigne les malades avec ses méthodes d'observation clinique, Sarah développe progressivement ses propres compétences visuelles. Elle aide à surveiller les changements de couleur chez les patients, apprenant à repérer les signes de guérison. Elena, qui observe ces échanges, développe ses propres compétences d'observation médicale. Son œil analytique, formé par des années de surveillance comportementale, apprend à détecter les signes de maladie et de guérison. « Docteur, dit-elle en examinant Robert, je remarque que la couleur de ses lèvres change depuis qu'il prend votre traitement. Elles redeviennent roses. » Dr Reeves examine le vieil homme. « Excellent signe. L'intoxication se résorbe. Vos yeux observent aussi bien que les miens maintenant. » Au bout de 48 heures de traitement intensif, l'épidémie semble maîtrisée. Un à un, les malades récupèrent leur force, leur appétit, leur énergie. Les signes d'intoxication métallique disparaissent progressivement. Théo est le premier à se lever. « Maman, Dr Reeves, je vais beaucoup mieux. Mes ongles sont redevenus normaux. » Catherine serre son fils dans ses bras, les larmes aux yeux. « Dr Reeves, comment peut-on vous remercier ?» Le vieux médecin sourit. « En apprenant, en développant vos propres capacités d'observation, en vous souvenant que nos yeux peuvent diagnostiquer aussi bien que n'importe quelle machine. » Robert, complètement rétabli, reprend ses activités d'électronicien. « Docteur, vos techniques d'observation valent mieux que tous les scanners de Morrison. Mes techniques ne valent que par l'expérience qu'elles représentent. Et maintenant, Sarah, Catherine, Elena, Marcus, vous développez tous vos propres compétences visuelles. Cette communauté devient médicalement autonome. » Jean, qui observait depuis le début cette démonstration de médecine d'observation, pose la question essentielle. « Docteur, vous pensez que Morrison va recommencer ?» Dr Reeves réfléchit un moment. « Probablement, mais maintenant, nous savons détecter ces manipulations. Mes yeux reconnaîtront n'importe quel agent contaminant artificiel et surtout, nous savons nous soigner nous-mêmes. » Thomas convoque une assemblée générale pour faire le bilan de cette crise. Toute la communauté se rassemble, les convalescents encore un peu pâles mais souriants, les soignants fatigués mais fiers. « Mes amis, dit Thomas,
Nous venons de traverser notre première guerre biologique. Morrison a essayé de nous empoisonner pour nous forcer à revenir dans son système médical. Un murmure indigné parcourt l'assemblée. Mais nous avons résisté, grâce aux techniques d'observation de Dr. Reeves, à l'œil vigilant de Catherine, aux compétences que nous développons tous. Nous sommes non seulement autonomes économiquement et technologiquement, mais maintenant aussi médicalement. Dr. Reeves prend la parole. Cette épreuve nous a appris quelque chose d'essentiel. La médecine moderne a ses mérites, mais elle nous a fait oublier que nos yeux savent diagnostiquer, que nos sens savent détecter les anomalies. Il montre ses yeux fatigués mais perçants. Ses yeux ont 40 ans d'expérience d'observation clinique. Ils ont appris à décoder les couleurs de la maladie et de la guérison. Cette capacité, nous pouvons tous la développer. Sarah ajoute, et nous pouvons tous apprendre ces techniques. Mes yeux diagnostiquent maintenant les intoxications, les capacités de Catherine détectent les empoisonnements, l'intelligence de Marcus analyse les symptômes. Marcus acquiesce. C'est exactement le même principe que pour le calcul mental. Nos cerveaux peuvent tout apprendre, s'adapter à tout, remplacer toutes les machines. Catherine observe l'assemblée avec satisfaction. Nous créons une nouvelle forme de médecine, basée sur l'observation fine, l'expérience humaine et l'adaptation à chaque cas. Helena conclut. Morrison peut essayer tous ces poisons, toutes ces manipulations biologiques. Nous savons maintenant les détecter et les traiter. Ce soir-là, autour du feu communautaire, Dr. Reeves organise la première leçon officielle d'observation médicale. Une trentaine de volontaires s'assoient en cercle, prêts à apprendre les secrets du diagnostic visuel. « Mes amis, dit-il en commençant, l'observation médicale repose sur un principe simple. Chaque maladie change l'apparence du corps. Nos yeux peuvent apprendre à décoder ces changements. » Il guide les apprentis dans leur premier exercice. Comment reconnaître les signes de fièvre dans la couleur du teint? Comment détecter une inflammation dans l'aspect des yeux? Comment identifier une intoxication dans la coloration des ongles? Théo, complètement rétabli, lève la main. « Dr. Reeves, vous pourriez m'apprendre à diagnostiquer comme vous ?» Dr. Reeves sourit. « Théo, tes jeunes yeux peuvent devenir encore plus perçants que les miens. L'observation médicale, ça s'apprend à tout âge. »« Et moi ?» demande Kevin. « Et moi ?» ajoute Manon, depuis sa rédemption qui veut réparer ses erreurs en se rendant utile. Bientôt, tous les enfants et adolescents veulent apprendre. Dr. Reeves comprend qu'il est en train de former une nouvelle génération de diagnosticiens, des soignants qui sauront observer et analyser avec leurs yeux sans dépendre d'aucune technologie externe. « C'est exactement ce qu'il nous faut, dit-il à Thomas plus tard. Morrison peut couper notre électricité, empoisonner nos provisions, saboter nos équipements, mais il ne peut pas nous enlever nos yeux, ni l'expérience qu'ils accumulent. » Thomas approuve. Cette communauté devient de plus en plus autonome, pas seulement techniquement ou économiquement, et humainement aussi. Et c'est ça qui fait peur à Morrison. Nous prouvons qu'on peut vivre, grandir, prospérer sans dépendre de son système, même pour la santé. 15 jours plus tard, la radio CB de Robert crépite à nouveau. Morrison demande une communication. Thomas prend le micro. « Morrison, nous vous écoutons. »« Thomas, comment vont vos malades ? J'espère qu'ils ont reçu les soins appropriés. » L'ironie de Morrison est palpable, mais Thomas répond calmement. « Ils vont très bien, merci. Tous guéris, sans aucune aide extérieure. » Un silence surpris. Morrison ne s'attendait manifestement pas à cette réponse. « Comment avez-vous fait ?»« Avec les techniques d'observation du Dr. Reeves et les remèdes que la nature nous offre, votre petit cadeau empoisonné n'a pas eu l'effet escompté. Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Dr. Reeves prend le micro. « Morrison, vos agents contaminants ne résistent pas aux techniques de détection traditionnelles. Mes yeux ont identifié votre manipulation en quelques heures grâce aux tests colorimétriques. C'est impossible, vos laboratoires créent des toxines sophistiquées, mais ils oublient que l'observation clinique traditionnelle peut les détecter, et que la nature a déjà inventé tous les antidotes. » Morrison coupe la communication, furieux. Ce soir-là, Dr. Reeves range ses instruments d'observation avec satisfaction. Autour de lui, ses apprentis continuent à s'exercer, apprenant patiemment l'art millénaire du diagnostic visuel. « Docteur, » dit Sarah en examinant une décoction, « vous croyez que Morrison va abandonner ?»«
Dr. Reeves secoue la tête. Non, il va essayer autre chose, mais peu importe. Nous avons prouvé que nous pouvons résister à ces attaques biologiques. Et s'il utilise des méthodes plus directes? Alors nous utiliserons d'autres compétences humaines. Cette communauté redécouvre toutes les capacités que la technologie nous avait fait oublier. Il regarde ses yeux dans le miroir de son atelier, ces outils extraordinaires qui ont sauvé 63 vies. Nos yeux savent observer, nos mains savent soigner, nos oreilles savent entendre, notre cerveau sait analyser. Morrison a tous les gadgets du monde, mais nous avons quelque chose qu'il a perdu. La capacité d'observation humaine, et ça, aucune machine ne peut l'égaler.